Dans le cadre d'améliorer la qualité des produits issus des petites et moyennes entreprises, un programme de certification des produits agroalimentaires a été lancé par la Haute Autorité de la qualité de l'environnement. L'objectif est d'installer les produits certifiés Made in Togo sur le marché répondant aux qualités essentielles pour la santé des consommateurs. En effet, les petites et moyennes entreprises PME togolaises qui dominent le secteur de la production et de la transformation agroalimentaire manquent souvent d'accès aux infrastructures et aux outils nécessaires pour assurer des contrôles rigoureux en laboratoire. En l'absence d'accréditation appropriée, de nombreux produits locaux ne respectent pas les exigences de qualité et de sécurité alimentaire. Pour remédier à ces défis, la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, en collaboration avec le Comité togolais d'agrément, a initié la démarche visant à aider les entrepreneurs à certifier leurs produits et à se conformer aux normes internationales. La certification agroalimentaire couvre ainsi plusieurs aspects dont la sécurité des denrées alimentaires, la qualité des produits et les normes d'étiquetage. Les grands enjeux de la certification des produits agroalimentaires sont donc d'assurer la sécurité, de démontrer la qualité du produit et de protéger la marque des produits en contrôlant la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Depuis quelques années, la vindicte populaire devient chose courante au Togo. De présumés voleurs ou délinquants sont victimes de lynchage ou sont carrément exécutés. Le dernier cas enregistré a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre à Lomé. Un jeune homme de 25 ans soupçonné de vouloir voler un casque de moto a été passé à tabac par 5 autres jeunes jusqu'à sa mort selon la police. Cette nouvelle vindicte populaire relance le débat sur l'autojustice au Togo au lieu de collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité. En effet, ces lynchages pour la plupart du temps se justifient par certains comme un manque de confiance en la justice togolaise. Mais en réalité, la pratique de la vindicte populaire constitue une défiance envers l'État togolais et le système judiciaire puisque la loi l'interdit et cela va à l'encontre des dispositions qui garantissent le droit à la vie. La loi punit le délit de vindicte populaire par l'article 222 du nouveau code pénal. Ainsi, selon la loi, toute personne qui soumet un individu à des peines ou traitements cruels et inhumains est puni d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 25 à 100 millions de francs CFA. Eu égard à cette disposition, il est important que tout présumé voleur arrêté soit signalé aux forces de l'ordre et de sécurité. Sensibiliser les hommes sur l'importance du dépistage précoce et encourager le soutien à la recherche sont les éléments qui marquent ce mois de novembre en matière de santé. Il s'agit de Novembre bleu. En effet, après Octobre rose, destiné à la lutte contre le cancer du sein chez la femme, Novembre bleu attire également l'attention sur une cause essentielle qui est la lutte contre le cancer de la prostate. Novembre bleu, nous voulons mettre l'accent sur les maladies qui touchent plus l'homme. Et la première maladie, c'est le cancer de la prostate. Vous avez vu que le ruban pour octobre, c'est rose. Et là, j'ai mis le rose en bas et puis le bleu en haut. Donc, ce qui veut dire que c'est un couple. Comment nous devons accompagner les hommes pour qu'ils viennent au dépistage? Le dépistage pour les hommes, ce n'est pas aussi complexe. Il suffit d'un toucher rectal ou bien la deuxième méthode, c'est prélever un peu de sang pour voir si l'homme n'a pas l'antigène spécifique prostatique qu'on appelle PSA. Parce qu'ils sont méconnus, ces cancers sont souvent diagnostiqués tardivement. Ainsi, cette période est spécialement dédiée à éduquer et à mobiliser les hommes autour de l'importance cruciale de dépister précocement les cancers spécifiques qui affectent leur santé, notamment ceux touchant les testicules et la prostate. Par ailleurs, au Togo, 10 cas sont observés en moyenne par an. Bien que peu fréquent dans le pays, il reste un problème de santé publique en raison de la faible accessibilité de la population au diagnostic. Batterie, ok, c'est bien évident. Ensuite, les écrans,
L'avenir numérique de la Guinée se prépare ici. Dans cette unité située à Mamou, à plus de 200 km de Conakry, on assemble les premiers ordinateurs made in Guinée. Je vous présente le tout premier laptop assemblé avec cette série. C'est le tout premier laptop ici de l'assemblage. La différence entre ce laptop et les autres laptops, c'est qu'il est beaucoup plus... il tient compte beaucoup plus des intempéries. Il est très robuste. Il répond aux normes standards. 100 ordinateurs peuvent être assemblés par jour, des ordinateurs qui se veulent plus accessibles. Parce que ce même laptop sur le marché au standard coûte 9 510 millions. Et à notre niveau, il coûtera plus que de la moitié, 3 500 en moyenne. Soit environ 350 €. Si pour l'instant seul l'assemblage est effectué ici, l'unité espère dans les prochains mois concevoir de A à Z un ordinateur 100% guinéen. Ce projet marque également le début d'une ambition plus vaste pour le pays, faire de Mamou un hub technologique. Il y a une transformation au niveau de nos centres universitaires qui est en train de se concrétiser et l'unité de Mamou, l'unité d'assemblage, n'est qu'une illustration de ce qui est en train de se faire. Dans quelques temps, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra encore beaucoup d'autres transformations. Et pour cela, l'Institut supérieur des nouvelles technologies de Mamou forme une 50aine de bacheliers par an. Aujourd'hui, par exemple, on discute des IA, de l'intelligence artificielle, de la big data et autres. Mamou est en train déjà de se positionner pour pouvoir former nos jeunes et nos étudiants dans ces filières-là pour que demain, quand notre pays en aura besoin, qu'on n'ait pas à aller importer de la main-d'œuvre des autres pays. 6 000 ordinateurs guinéens devraient sortir de l'unité de Mamou d'ici 3 mois. Le général Brice Oligui Nguema vient de glisser son bulletin dans l'urne. C'est une journée cruciale pour le président de transition du Gabon, alors que son projet de nouvelle constitution est présenté au suffrage des électeurs. En cas d'adoption, la nouvelle constitution renforcerait le pouvoir du président et ouvrirait la voie à une élection présidentielle en 2025. J'ai voté oui parce que la Constitution nous ramène dans les dispositifs réels de la démocratie. 1. Nous sommes revenus au scrutin à 2 tours. 2. Il n'y aura plus de succession dynastique. 3. On a enlevé un Premier ministre qui n'était qu'un primus inter pares, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un d'inutile. Parmi les changements proposés dans ce projet de constitution, 7 mesures phares. Le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 septennats. Le poste de Premier ministre disparaît. Le président devient seul détenteur du pouvoir exécutif. Le gouvernement devient responsable devant le chef de l'État. Le président peut dissoudre l'Assemblée une fois au cours de son mandat. Le président peut être mis en accusation par le Parlement devant la Haute Cour de justice. Et il faut être né de parents et grands-parents gabonais et avoir entre 35 et 70 ans pour se présenter à l'élection présidentielle. Une dernière mesure particulièrement dénoncée par les opposants au projet de nouvelle constitution, car elle écarterait certaines figures de la vie politique gabonaise, comme l'ancien candidat à la dernière présidentielle, Albert Rondo Ossa, 70 ans, ou encore l'ancien vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou. La principale disposition qui moi, m'a obligé à voter non, et d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appelé le plus grand nombre à voter non, c'est le régime hyper présidentialiste qu'on nous impose dans cette constitution avec un président roi. Un président roi, ça veut dire un président qui a entre ses mains tous les leviers de la nation. Il est en même temps chef de l'exécutif, chef du législatif et chef du judiciaire. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le ministère de l'Intérieur a affirmé que les résultats provisoires du vote seraient rendus publics le plus vite possible, sans annoncer de date précise. Au milieu du trafic de Misrata, Radouane, Mohamed et leurs amis circulent parmi les véhicules pour distribuer leurs dépliants et sensibiliser les conducteurs à un événement rare en Libye, une élection municipale. Par le passé, les élections n'existaient pas. C'est une notion nouvelle dans le pays. Il faut maintenant que les gens s'y habituent et qu'ils comprennent leur importance. Pour la plupart d'entre eux, ce sera la première élection de leur vie.
Le scrutin concerne plus d'un tiers des municipalités du pays et près de 200 000 électeurs. Il se tient pour la première fois depuis une décennie dans une Libye ravagée par l'instabilité et les violences depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. À travers ces élections et celles à venir, on essaie de donner aux gens un sentiment positif pour raviver leurs rêves, leur engagement passé et de faire en sorte qu'ils se rendent à nouveau aux urnes et choisissent des candidats qu'ils souhaitent élire, des candidats dont ils admirent le projet électoral. Parmi les candidats à Misrata, la troisième ville du pays, on retrouve Nou Zagout. Ce pharmacien âgé de 29 ans s'est porté candidat par défi face aux générations plus âgées qui, dit-il, considèrent les jeunes incapables de diriger les institutions du pays. La principale motivation qui nous a poussés en tant que jeunes, c'est qu'on en a assez de voir des anciens monopoliser cet espace politique. Il est temps que les jeunes soient impliqués ailleurs que sur les champs de bataille. On ne pense à eux que dans le contexte de la guerre. Alors le jeune homme s'est lancé dans la campagne et tente de convaincre en faisant du porte-à-porte ou en allant directement à la rencontre des citoyens. Les jeunes doivent être impliqués dans ces processus politiques démocratiques. On a une partie de la jeunesse qui possède à la fois les connaissances et les compétences nécessaires pour contribuer de manière significative à la vie politique. La Libye se remet lentement de la guerre civile depuis l'instauration d'un cessez-le-feu il y a 4 ans. Aujourd'hui, le pays est dirigé par 2 gouvernements parallèles. L'un mené par le Premier ministre Abdelhamid Beiba, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU. L'autre incarné par le Parlement et dominé par le maréchal Khalifa Haftar, basé à Tobrouk. Des immeubles réduits à néant, des gravats qui jonchent les rues. La banlieue sud de Beyrouth, autrefois si grouillante de vie, est désormais méconnaissable. Dans ce chaos en plein jour, le danger est permanent. Les bombardements israéliens ne s'arrêtent jamais. Pourtant, de nombreux habitants du quartier vivent encore ici. Leur quotidien est bouleversé. Cet endroit s'appelle Zaredine, c'est un café. C'est un café pour tout le monde. Ce n'est pas un endroit comme on dit pour les terroristes, les roquettes et les tirs. C'est un café, nous avons grandi avec, ça fait partie de notre vie. Lui là-bas, c'est le propriétaire. Le propriétaire d'un café dont il ne reste quasiment plus rien. Mais lui et d'autres commerçants du quartier refusent de partir. Ils essaient tant bien que mal de maintenir leurs affaires à flot. Nous n'avons toujours pas fermé et nous ne le ferons pas. Nous restons ouverts, comme d'habitude. Il y a encore des gens qui vivent ici, dans le quartier. La situation va empirer. Nous savons que les combats vont se poursuivre. Mais nous avons l'intention de rester. Après presque 2 mois d'offensive israélienne au Liban, toujours pas de cessez-le-feu en vue. L'armée israélienne continue d'appeler à évacuer la banlieue sud de Beyrouth pour y mener ses opérations contre le Hezbollah. Selon l'ONU, au Liban, près d'1,2 million de personnes ont été déplacées par les combats. Sur la photo de famille, Joe Biden est le dernier à prendre place. Le président américain est relégué au second rang, en haut à droite, bien loin de Xi Jinping, qui occupe la position centrale. L'image des participants au sommet Asie-Pacifique de Lima pourrait être anodine, mais elle dit beaucoup de la conjoncture économique de ces prochains mois. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le monde se prépare à une politique américaine protectionniste. Washington se retranche et la Chine, au contraire, tente de s'ouvrir. La Chine est prête à travailler avec la nouvelle administration américaine pour maintenir la communication, élargir la coopération et gérer les différences, et s'efforcer de réaliser une transition en douceur dans les relations entre la Chine et les États-Unis, dans l'intérêt des populations des 2 pays. Pékin le sait, elle va devoir trouver d'autres partenaires, car Donald Trump lui promet une guerre ouverte en matière économique. Jusqu'à 60% de droits de douane sur ses exportations sur le sol américain. Et ce n'est pas Joe Biden qui va pouvoir l'en empêcher. Le président américain et son homologue chinois se sont vus une dernière fois. Mais pour la Chine, l'enjeu se poursuit ailleurs, dans la région Asie-Pacifique notamment. Les pays participants au sommet représentent pas moins de 60% du PIB mondial.
Xi Jinping en a d'ailleurs profité pour inaugurer à distance un mégaport au Pérou, une infrastructure stratégique de 3,5 milliards de dollars dans le cadre de son programme économique Les Routes de la Soie. Notre forum peut contribuer aujourd'hui au renforcement de la coopération multilatérale dans un contexte où les différents défis auxquels nous sommes confrontés augmentent les niveaux d'incertitude pour l'avenir. Une incertitude largement alimentée par le retour de Donald Trump au pouvoir, car la Chine n'est pas la seule concernée par l'annonce d'une hausse des tarifs douaniers. De nombreux autres pays, dont l'Europe, pourraient aussi se voir imposer cette taxe.